Vous vous rappelez du gars au dernier épisode de la première saison qui s'est fait approcher par le recruteur? Ce mec-là à qui Ji-Hoon a hurlé « Non, jamais, ne les appelle pas ». Eh ben, il n'apparaît jamais dans la saison 2. Lui au moins, il l'a sauvé. Parce que le recruteur, il a pas chômé au final. Il parvient à faire tourner Ji-Hoon et ses mafieux en bourrique. Ouais, les mêmes mafieux auprès desquels Ji-Hoon était endetté dans la saison 1. Pour cette vidéo, j'ai repéré pas mal de détails intéressants qu'on va analyser ensemble pour finalement théoriser sur la suite, sur la saison 3 et la scène post-générique que vous avez peut-être loupé. Je pense d'ailleurs avoir trouvé un jeu d'enfant populaire en Corée qui pourrait coller aux images qu'on nous montre, mais aussi aux dessins qu'on voit encore une fois sur les murs du dortoir. Je vous disais que les mafieux étaient de retour, cette fois pour servir Ji-Hoon dans sa recherche du recruteur. On retrouve le même gars ici et ce mec à gauche devant dans la camionnette qui tenait le bol là dans la saison 1. Après les autres je les reconnais pas trop. Leur track commence et notre mafieux préféré avec son super acolyte finissent par entendre les fameux coups typiques du jet ski. Bon, désolé d'avance si j'écorche un peu les noms en coréen. Le recruteur y joue contre MJ Coin. Mais ce que je me suis dit surtout en voyant leur course-poursuite continuer et Ji-Hoon qui a promis 1 milliard de won s'ils attrapent le recruteur, dans une certaine mesure, Ji-Hoon est un peu devenu un organisateur malgré lui. Il promet une énorme somme d'argent à des reclus de la société, les mafieux qui ont absolument besoin d'argent en l'échange de capturer un membre d'une organisation criminelle. Ça a tout l'air d'être un jeu mortel, à quelques détails près. Il n'est pas encore au stade d'organiser des jeux enfantins mortels, mais il faut avouer qu'il y a des ressemblances. Je trouve que l'amitié des deux mafieux qui affrontent le recruteur peut faire écho à la scène finale du dernier épisode avec Ji-Hoon et son ami d'enfance d'ailleurs, quand ils affrontent l'organisateur. Au final, le résultat est exactement le même. Un des deux n'y survivra pas. D'ailleurs, j'ai regardé à nouveau la scène de la rencontre avec le recruteur en saison 1 pour comparer avec leur retrouvaille en saison 2. Déjà, j'ai remarqué que le recruteur préparait vraiment Ji-Hoon au jeu en disant « Payez avec votre corps, une gifle vaut 100 000 won ». Au final, les vrais jeux ne sont qu'une façon de pousser ça à l'extrême. D'ailleurs, Ji-Hoon après ses défaites pensait toujours pouvoir encaisser le coup d'après et crier « Encore une partie ». Ça fait penser à la scène de l'épisode 5 éponyme quand les ronds scandent tous un jeu de plus, tirant toujours un peu plus sur la corde de leur propre vie. Mais le clin d'œil qui m'a le plus fait plaisir pour un fan de cinéma, c'est que durant leur retrouvaille, le recruteur tente d'effrayer Ji-Hoon en lui pointant un pistolet et tire à blanc. Dans la saison 1, rappelez-vous, Ji-Hoon fait peur au recruteur avec le pistolet briquet qu'il devait offrir à sa fille. Franchement, j'ai adoré cette scène. Les décors, l'ambiance, la tension entre les deux personnages, le jeu d'acteur du recruteur. On dirait un fou. La tête qu'il fait quand il tire la première fois sur lui à la roulette russe. Mais surtout ce qu'on apprend, c'est le passé du recruteur. Qu'au début, il brûlait seulement des corps et ensuite on lui a demandé de tuer des joueurs. Qu'un jour, le joueur à abattre devant lui, c'était son père. Et il lui a tiré une balle entre les deux yeux. À partir de là, il s'est dit que c'était son boulot de rêve. Bon, soit, mais ce que je me demande, c'est surtout si le numéro 11 qu'on va voir juste après va connaître la même histoire ou pas, à terme. Le père qui concourt dans les jeux pour sauver sa petite, aux yeux de Noël, la numéro 11, tuer ce joueur, c'est comme si elle devait tuer son propre père. Parce que la petite fille qui est souffrante, c'est comme la sienne qu'elle a perdue en Corée du Nord. Elle connaît cette douleur. Pour l'instant, elle avait l'air de garder un côté humain. On reviendra à elle juste après. Dans l'épisode 2, appelé Fête d'Halloween, et je vous rappelle que Ji-Hoon est né le 31 octobre 1974, donc c'était aussi son anniversaire, notre héros va finalement être contraint de retourner dans les jeux. Mais avant tout ça, on a enfin une nouvelle rencontre entre le policier et Ji-Hoon. Mais malheureusement pour nous, le policier n'avoue pas le truc le plus important, l'identité de l'organisateur. Ça peut se comprendre, il a envie de faire son enquête tout seul, comprendre comment son frère a fini comme ça, mais imaginez un peu tout ce que ça aurait changé s'il avait montré à Ji-Hoon ne serait-ce qu'une photo de lui. Toute la couverture de l'organisateur en joueur numéro 001 dans les jeux serait tombée à l'eau. Parce que je sais pas, en vrai, si 001, on va l'appeler comme ça maintenant, c'est que son frère est encore en vie. J'imagine que si, pour moi, il sait tout ce qui se passe sur l'île et dans les alentours. On le voit bien avec la taupe au final qui protège les jeux, là, le capitaine du bateau. C'est un coup monté par 001 pour l'éloigner des jeux, le rouler dans la farine, tout en le gardant en vie. Mais encore une fois, Ji-Hoon aurait pu berner 001 qui pensait berner Ji-Hoon. Ça aurait été fou comme retournement de situation. L'ami de Ji-Hoon serait peut-être pas mort. Ils auraient peut-être pu renverser tout le jeu. Enfin, après, est-ce qu'ils auraient pu aller jusque là où ils en étaient quand même? On sait pas. Un autre perso que j'ai bien aimé aussi, c'est l'ami du défunt mafieux là. Il apporte une comédie à l'enjeu dramatique. Il casse beaucoup le rythme, ça me fait penser à un perso à la Very Bad Trip. Mais là, on arrive à la scène du passeur.
ou du commissaire, je sais pas trop comment l'appeler. C'était celui que Sae-byeok allait voir pour le payer grassement en espérant qu'il fasse passer la frontière à ses parents. Mais c'était plus un arnaqueur qu'autre chose. Maintenant, Ji-hoon a aussi pris le relais, il a l'air d'avoir arrêté les escroqueries, il refuse toujours l'argent, mais bon, je suis pas sûr qu'il ait changé. Noel passe juste après Ji-hoon aussi d'ailleurs, ils se croisent dans les escaliers, mais Ji-hoon se cache derrière sa casquette. Et je pense pas qu'elle ait vu son visage. Le passeur refuse aussi l'argent de Noel, donc on verra s'il est vraiment redevenu honnête. Et un des passages les plus importants de cette saison pour moi, c'est quand Jun-ho, celui qu'on appellera le policier, va voir la tombe de la femme de son frère, 001. C'est la date anniversaire de la mort de sa femme, et il n'est toujours pas passé la voir. Leur mère est convaincue qu'il ne veut plus d'eux dans leur vie, comme si elle se sentait responsable. On apprend d'ailleurs que 001 n'est pas son fils biologique, donc pas le frère biologique du policier. Je pense que c'est hyper important comme information. D'ailleurs, on pourra concorder les informations de ce qui a été raconté dans cette conversation avec la version que 001 donne à Ji-hoon dans les jeux. On apprend qu'il aurait sauvé la vie de son frère policier en lui donnant un rein, mais que quand sa femme est tombée malade, sa mère n'a pas pu l'aider. Elle s'en veut terriblement et dit surtout qu'elle aurait vendu ses organes pour l'aider. C'est fou, c'est hyper précis je trouve comme réflexion, même si on parle de problèmes d'organes, de reins, de foie. C'est là que commence ma théorie de me dire que 001 aurait pu lancer ses jeux pour dissimuler un trafic d'organes, essayer de sauver sa femme, mais qu'il n'a pas trouvé de foie viable à temps. Après, ça colle pas trop parce que quelques épisodes après, on voit que l'officier en noir a l'air de faire tourner ce trafic d'organes dans le dos de l'organisateur, comme s'il ne le cautionnerait pas. Dans la saison 1, quand il a démasqué tout ça, il avait dit qu'il se fichait du trafic d'organes, qu'il fallait simplement respecter le principe d'égalité dans cet endroit. Mais on reparlera de tout ça juste après. Au final, la discussion s'arrête quand le policier fait comprendre à sa mère que son frère a fait ses propres choix, en acceptant ce pot de vin, et qu'elle ne doit pas se rendre malade pour ça. Oui, c'est l'argent que 001 a reçu d'un client et qui lui a valu son licenciement. On va l'apprendre un peu plus tard avec la discussion dans les jeux. Forcément, il peut raisonner sa mère en étant sûr de lui, car lui, il a vu ce qu'il est devenu. Reste à comprendre la version de l'histoire complète de 001. D'ailleurs, juste avant de commencer son plan, Ji-hoon sait qu'il risque la mort en retournant dans les jeux. Alors il décide d'appeler sa fille, peut-être pour une dernière fois, mais lorsqu'elle décroche, c'est en anglais qu'elle parle. Et oui, elle était partie pour les États-Unis avec son beau-père et l'ex-femme de Ji-hoon. Elle a vraiment changé de vie. Alors bon, le plan de Ji-hoon et ses nouveaux alliés tombe à l'eau, comme vous l'avez vu, mais ce qu'on attendait tous, c'est les retrouvailles entre le maître du jeu et Ji-hoon. À nouveau dans la fameuse limousine blanche, notre héros lui demande enfin de mettre fin au jeu, mais l'organisateur répond qu'ils n'ont fait que de créer le jeu, que les rebuts de la société rejoignent eux-mêmes le jeu et acceptent les règles. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est suite à cette conversation qu'ils vont mettre en place les votes à chaque fin de jeu pour s'assurer du consentement des joueurs. Comme un message à Ji-hoon de lui montrer que, quoi qu'il en soit, les joueurs iront au bout du jeu, qu'ils cherchent à jouer au héros ou non. Et cette conversation, sans que Ji-hoon le comprenne, elle va se continuer tout au long de la saison 2. Mais cette fois, en face à face, lorsque l'organisateur sera sous la couverture du joueur numéro 001. Ça y est, épisode 3, on est de retour dans les jeux. J'ai bien comparé les règles des deux jeux, elles sont tout à fait identiques, sauf la dernière ligne. La récompense finale sera divisée équitablement. Évidemment, ça apporte une toute autre dimension au jeu et c'est toute la différence avec cette deuxième saison. Et là, je me suis amusé à faire un calcul. Lorsqu'il présente plusieurs joueurs à l'écran, là, avec leurs dettes, j'ai pris des notes. Le joueur 333, il a 1,8 milliard de won. Le 120, 330 millions, 230, 1,19 milliard, 198, 1,4 milliard, 226, 1,9 milliard, 444, 2,02 milliards, 343, 2,89 milliards, 006, 3,1 milliards, 283, 4 milliards et le 100, 10 milliards. Un internaute proposait sur YouTube que Ji-hoon rachète les dettes des joueurs pour acheter leur vote pour l'arrêt du jeu. Bon, actuellement c'est impossible, ils sont 456 endettés, à minimum 300 millions de won jusqu'à plusieurs milliards pour certains. Donc pour moi, cette option est pas réaliste. Même à l'avenir, quand la plupart seront morts, quand on voit les réactions des joueurs quand Ji-hoon propose d'utiliser ses connaissances du jeu, alors j'imagine même pas qu'il leur fasse une promesse d'argent alors que l'argent des jeux, lui, est juste sous leur nez. Non, moi ce que je me disais, c'est que du coup, en moyenne, il faudrait aller chercher une cagnotte de 3 milliards chacun pour obtenir la majorité des votes pour l'arrêt des jeux, car ça permettrait à chacun, en majorité, de résorber leurs dettes. Et ce serait partir du principe que l'humain est raisonnable. D'autant que pour atteindre ce chiffre de 3 milliards chacun, ça voudrait dire 441 morts. Soit 97% des candidats. Pour moi, elles voudront toujours aller jusqu'au bout en plus. Il y a un biais cognitif qui pousse à aller jusqu'au bout des choses, même quand c'est mauvais, et encore plus quand il y a une cagnotte à la fin.
Du côté du policier, il finit par avouer au conducteur du bateau qu'il a retrouvé un survivant du jeu et qu'il traque sa position GPS pour trouver l'île. Et maintenant qu'on sait que c'est une taupe au service des jeux, en toute logique, on va analyser toutes ses futures interventions sous cet angle. Mais pour l'instant, on retourne au jeu avec Ji-hoon qui retrouve son ami et ex-collègue Jung-bae. Vous vous rappelez, c'est celui avec qui il jouait au pari, à qui il avait demandé de l'argent avant de repartir dans les jeux en saison 1. Il en veut à Ji-hoon de ne pas l'avoir informé de la mort de sa mère. En réalité, il sait rien des premiers jeux vécus par Ji-hoon. Mais ce qui m'a frappé, c'est que lui aussi est maintenant divorcé et que son fils est visiblement gardé par son ex-femme. Bon bah là, c'est exactement la même situation qu'avait Ji-hoon dans les premiers jeux. Je pense que c'est pour ça que ça le touche d'autant plus et qu'il cherche encore plus à le protéger. Juste avant de passer à l'épisode 4, il y a un petit détail que vous avez sûrement vu. Quand Ji-hoon appelle à lancer le premier vote après le 1, 2, 3 soleil, il dit exactement les mêmes mots que Sang-woo dans la saison 1. Clause numéro 3, un vote de la majorité peut mettre fin au jeu, n'est-ce pas? Le soldat répond aussi, c'est exact, comme dans la saison 1. Et Ji-hoon répond aussi la même phrase, dans ce cas, votons. Un détail simple mais un beau clin d'œil pour son défunt ami d'enfance. Dans l'épisode 4, après le premier vote, Jung-bae dit à notre héros que 20 millions de won ne couvriraient même pas les intérêts de sa dette. Et Ji-hoon rétorque direct que quelqu'un disait exactement ça au dernier jeu et qu'il a fini mort ici. En réalité, Ji-hoon parlait de Deok-soo, le gangster qui était poursuivi par ses créanciers aux intérêts énormes. Il faisait souvent des remarques du même style. Et ça y est, l'organisateur est dans les jeux sous l'apparence du joueur 001. Et met tout de suite Ji-hoon dans une position de héros. Après tout, c'est ce qu'il était venu faire dans les jeux, jouer au héros. Alors Ji-hoon finit par avouer que le deuxième jeu était le Dalgona à l'époque. Mais lorsque 001 intervient contre Thanos et son acolyte, on pourrait quand même éprouver des doutes. Il a l'air d'avoir pas mal de haine envers les Kaïds dans leur genre. Peut-être que si sa femme n'a pas survécu à sa maladie, c'était à cause d'un rebut de la société et que depuis il a été approché pour rejoindre les jeux et il a trouvé un sens à sa vie. C'est peut-être une façon pour lui de se venger en permanence de ce genre de personnes qu'il déteste tant. Du coup, il savoure le fait d'avoir un ancien vainqueur comme Ji-hoon qui joue les héros. Ça permet de mettre au défi sa thèse là où Ji-hoon incarne son antithèse. Je sais pas. On va peaufiner la théorie en avançant dans les épisodes. Juste avant, je voudrais que vous reteniez ce détail qui est génial pour la suite, vous verrez. L'ami de Ji-hoon chouine dans son sommeil. Il dit « Chérie, c'est ma faute, je suis désolé ». Tandis que notre héros ne dort pas et reste très concentré à élaborer son plan de rébellion. Et ça y est, dans la nuit, 001 raconte son histoire à Ji-hoon. Il raconte que sa femme est gravement malade, qu'il lui faut une greffe de foie, et qu'au cours des examens médicaux, ils ont appris qu'elle était enceinte. Sa femme n'écoute personne et veut accoucher, qu'elle y passe ou pas. Et ils n'ont toujours pas trouvé de donneur. Son état empire, il empruntait tout l'argent qu'il pouvait, mais ça ne suffisait pas. Même un vieux client lui a prêté de l'argent, il a été licencié pour ça et c'est passé comme l'argent de son pot de vin. Donc il n'a plus que ce jeu pour espérer payer une greffe de foie compatible à sa femme. Mais bon, tout ça, il n'y a que Ji-hoon qui y croit. Nous, on sait que c'était valable en 2015, quand 001 jouait ses premiers jeux et a fini par les remporter. Ce qui nous manque, c'est ce trou entre les jeux de 2015 et aujourd'hui. Et bizarrement, on enchaîne juste après avec une scène du trafic d'organes. Pour moi, il y a un message, c'est sûr. D'ailleurs, on voit tout le trajet que numéro 11 fait lorsqu'elle est convoquée au centre de contrôle avec l'officier noir. C'est le trajet que vont devoir faire Ji-hoon et ses alliés dans leur rébellion dans le dernier épisode. On apprend que le trafic d'organes est connu entre le numéro 11 et l'officier noir, et qu'ils se connaîtraient depuis 7 ans. Pour moi, ça fait 7 ans du coup qu'il est dans les jeux, l'officier noir. On sait qu'on a avancé de 2 ans entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Dans la saison 1, on était en 2020. Donc la saison 2 en 2022, et 2022-7, ça fait pile 2015, la date de la première participation de l'organisateur au jeu. Et en fait, depuis le début, je croyais que l'officier noir faisait le trafic d'organes dans le dos de l'organisateur, car il demande à numéro 11 si elle a peur de lui. Il lui répond de ne pas s'en faire, que cette fois ils ont des chirurgiens directement dans les soldats, ils ont pas à en prendre un chez les joueurs. Et en fait, je pense pas que ça voulait dire qu'ils font ça dans le dos de l'organisateur, je pense que ça veut dire que numéro 11 a peur de se faire tuer par l'organisateur s'il ne respecte pas le système d'égalité qui lui a l'air si précieux. Dans la saison 1, c'est pour ça qu'il était mort le soldat. Mais encore une fois, l'organisateur avait l'air d'ignorer le trafic d'organes. Il avait dit ça m'est égal que vous fassiez un trafic d'organes. Après, il a très bien pu dire ça devant les autres parce qu'il veut pas que ça s'ébruite trop non plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Surtout qu'on n'a pas plus d'infos que ça sur numéro 11 après cette scène. J'ai hâte de lire vos théories en commentaire.
En tout cas, on a la confirmation qu'elle a bien décimé une unité militaire toute seule et qu'elle a fui la Corée du Nord et que c'est à ce moment-là, sur son lit d'hôpital, que l'officier noir l'aurait pris sous son aile. Si ça se trouve, c'est l'ancien organisateur et c'est 001 qui a pris la relève maintenant. Mais le détail important aussi, c'est que numéro 11 dit que l'officier noir l'a approché en disant que le travail consisterait à abréger les souffrances des personnes désespérées. Et que ce n'est plus le cas maintenant, que c'est lui qui a changé, pas elle. Donc je pense que ça veut dire que maintenant, il y a un trafic d'organes, qu'avant, il y a 7 ans, il n'y en avait pas. Et qu'elle travaillait peut-être à l'époque déjà pour l'organisation, elle les a quittés, et maintenant, elle s'est rendue compte qu'elle vivait toujours dans la misère et qu'elle est revenue. Et maintenant, elle doit à moitié tuer les gens pour servir ce trafic d'organes. Ce à quoi l'officier noir réplique que ces gens-là sont condamnés, que les organes servent à sauver d'autres vies. Pour moi, c'est très clair. Il poursuit la volonté de 001, le nouvel organisateur, d'autant que 001 fait référence à cette façon de penser à Ji-hoon juste avant la rébellion. Il lui dit « Donc tu veux sacrifier des vies pour le bien du groupe ?» Pour moi, c'est la même chose. On y reviendra au dernier épisode. Mais pour moi, c'est sûr que cette discussion entre l'officier noir et numéro 11 n'a de sens que si elle travaillait déjà pour lui à l'époque. Surtout qu'on peut se dire que 11, c'est un très petit chiffre, qu'elle l'a donc repris en redevenant soldat. Dans l'épisode 5, on est au deuxième vote. Cette fois, c'est 001 qui fait un discours, pas Ji-hoon. Mais il est rattrapé par tous les ronds qui veulent un jeu de plus, afin de résorber le plus possible leurs dettes. Et là, on a un énième regard, plein de sous-entendus entre Ji-hoon et 001. Du côté de Ji-hoon, ça veut dire on ne peut plus rien y faire. Mais en réalité, du côté de 001, ça veut dire alors, que va faire le héros maintenant ? Dans la nuit, alors qu'ils se donnent de leurs nouvelles, comme de vieux amis qui ne s'étaient pas revus depuis longtemps, Jung-bae lui rappelle la grève très violente qu'ils ont vécue à leur ancien travail. La direction proposait plus d'indemnités aux personnes qui céderaient. Et une nuit, alors que Jung-bae pensait se rendre, il s'est ravisé, parce que Ji-hoon chouinait dans son sommeil à côté de lui. Il disait « Maman, j'ai faim, donne-moi à manger ». C'est exactement ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, mais en inversant les rôles. Je vous avais dit de vous rappeler de ce détail. Son ami incarne la version de Ji-hoon dans les premiers jeux. C'est quasiment exactement la même situation. Paris raté, faillite de son commerce, divorce, perte de garde de son enfant, c'est vraiment pareil. Côté policier, on a celui que j'appelle le chef des Action Man. C'était des jouets que j'avais petits, c'est des bons gros bonhommes militaires, pour moi c'est les mêmes, peut-être que vous connaissez. C'est le seul à ne pas être tout gentil avec la taupe du bateau. Pour l'instant, ça ressemble juste à une discussion qui manque un peu de respect, mais d'ici les prochains épisodes et la saison 3, je pense qu'il sera cette personne qui se méfie de son entourage grâce à son expérience et pourra démasquer la taupe et la faire parler. À savoir que cette fois, ils sont partis pour une semaine max en mer et que les jeux ne dureront plus que 4 jours, donc ils devraient avoir le temps de trouver l'île. Bon, je suis obligé de vous faire un commentaire général sur le jeu du carrousel. Les gars, la chanson est géniale. C'est vraiment le genre de chanson qui a une cassure très dramatique. Et franchement, même le concept du jeu, l'enjeu, les traîtrises, le stress des 30 secondes, c'est génial. En plus, avec le contraste des deux drogués, franchement, c'était mon jeu préféré de la saison 2. Et dans cet épisode 6, pour la première manche du jeu du carrousel, ils s'en sortent à 10 grâce à la voyante. Bon, encore une fois, on a un regard de 001 sur Ji-hoon qui est terrifié devant tous les nouveaux joueurs sacrifiés, mais moi, j'ai surtout retenu la voyante. Souvent, on voit ces personnages juste comme des fous dont on se fiche, mais j'ai été habitué au professeur Trelawney dans Harry Potter, qui est connu pour être la folle de l'école, mais qui au final, chacune de ses prédictions a finalement été avérée. Et la voyante de Squid Game dit à Ji-hoon qu'elle comprend à présent pourquoi il est revenu, que ce n'est pas un hasard, mais d'un coup, elle lance un regard à Jeon-hee, la joueuse de 102 qui est enceinte. Alors pour moi, dans la saison 2, il y aura un moment où Ji-hoon devra choisir entre elle et son bébé ou un truc du genre. Ils n'ont pas développé une joueuse enceinte et une voyante avec une telle scène pour rien en faire en finale. Je suis sûr qu'il y aura un dilemme du style dans la saison 3. D'autant que la manche d'après, elle regarde avec intensité la joueuse 095 qui meurt 2 manches plus tard. Vous voyez, le réalisateur veut nous faire comprendre qu'elle peut prédire des choses, alors qu'avant, elle n'était pas trop développée, la voyante. En plus, après le jeu, elle vient annoncer à nos 4 joueurs préférés qu'elle leur a lancé une malédiction. La joueuse 120, l'ancienne marine, les 007 et 149, le fils et sa mère, et le 046, le père de la fille hospitalisée qui était au parc avec numéro 11. D'après la voyante, ils mourront dans d'atroces souffrances après avoir vu les autres agoniser. Je suis sûr que la série lui donnera raison. Il devrait donc mourir dans les derniers. Et d'ici la fin de la saison, la malédiction se réalisera déjà un petit peu. Le 3e vote finit par une égalité.
Un autre vote aura donc lieu le lendemain matin. Mais surtout, l'ami de Ji-hoon n'a pas réussi à avouer à ses amis que 001 lui faisait peur. Car durant le jeu du carrousel, il n'a pas hésité une seconde avant de tuer à main nue le joueur en trop dans leur pièce pour survivre. Ji-hoon tente même de relancer son ami après le vote, mais il répond que c'est cet endroit qui rend tout le monde fou. Ah, garde cette curiosité Ji-hoon, tu vas en avoir besoin pour la saison 3. En plus, il y a un regard que 001 lance à Jung-bae juste quand 388 est à deux doigts d'avouer qu'il a peur de 001. Je pense que c'est à partir de là qu'il s'est dit qu'il devait l'éliminer, parce qu'il pourrait griller sa couverture en plus d'être le plus proche de Ji-hoon. Je vous apprends rien en vous disant qu'il le tue bel et bien dans le dernier épisode, mettant fin à la rébellion. Il ne reste plus qu'à espérer que Ji-hoon finisse par joindre les bouts et le démasquer. Il avait quand même entendu sa voix sans masque à la fin du premier jeu dans la limousine quand il fêtait sa victoire. Même si ça remonte à 2 ans, il y a des soupçons à avoir quand il utilise son prénom et quand il intervient toujours en opposition pour le tester. Du côté du policier, après l'explosion de la fausse porte sur l'île, la Top propose de rentrer au port évidemment. Et c'est encore le chef des Action Man qui lui tient tête. Il répond qu'il croyait qu'il fallait vite trouver cette île. La Top persiste, mais au final, l'équipage continue leur mission. Pour moi, il n'était pas loin du tout. Si ça se trouve, c'est la bonne île. Mais la Top a réussi à prévenir les soldats pour leur tendre un piège. Ouais, pour moi c'est sûr, ils ont pas attendu l'arrivée du flic pour avoir des systèmes d'urgence quoi. Et dernier épisode, épisode 7, la Top trafique le drone et tue son pilote lorsqu'il le surprend en flagrant délit. L'acolyte du défunt mafieux se fait rouler dans la farine, mais bon, je pense qu'il restera une bonne aide à apporter s'il s'allie au chef des Action Man. Ils pourront peut-être le piéger ensemble dans la saison 3. Du côté des jeux, c'est la baston rond contre croix dans les toilettes qui commence. Et elle va continuer dans la nuit comme durant les premiers jeux. Et cette fois, Ji-hoon et 001 vont vite se comprendre. Notre héros propose de sacrifier des vies pour le bien du groupe, comme dit 001. Ça revient à sacrifier des reclus pour le bien de la société. C'est ce que proposent les jeux. Et pendant le début de la rébellion, le premier qui protège Ji-hoon et le sauve d'une mort certaine, c'est 001. Même si je pense qu'ils ont l'ordre de ne pas tuer Ji-hoon ni 001, pourquoi le protège-t-il ? Parce que c'est son cheval préféré, qu'il passe un beau moment avec lui comme le vieux dans la saison 1, ou pour le former à devenir le futur organisateur. Je pense que c'est une théorie très probable pour la saison 3 ou 4, je sais pas d'ailleurs s'il y aura une saison 4. Et alors que Jung-bae et Ji-hoon avancent vers la salle de contrôle, un des rebelles propose d'aller leur venir en renfort au lieu d'épuiser leurs munitions ici. C'est beaucoup plus logique en soi. Mais non, c'est pas dans l'intérêt de 001. Il dit qu'il se ferait encercler sinon. Mais au final, c'est bien ce qui arrive, car ils n'ont plus de munitions et ils finissent par se séparer. C'est là que son côté psychopathe est pratique. C'est du pain béni pour 001. Il n'a plus que 2 joueurs à éliminer, fake sa mort, et hop. Il est de retour en tant qu'organisateur masqué devant Ji-hoon. Dans le dortoir, la joueuse 120 revient pour voir où en est Daeho avec les munitions et les soldats roses interviennent. C'est là que la maman la sauve d'une mort certaine. La malédiction de la chamane a débuté. Ils ont tous commencé à voir leurs coéquipiers mourir dans d'atroces souffrances, leur tour va bientôt arriver. Et Jung-bae est tué par l'organisateur. Mais ce n'est pas seulement lui qui est tué, c'est la version du premier jeu de Ji-hoon qui est tuée avec lui. Sa version qui aurait pu s'en sortir sans son élan d'héroïsme peut-être. Mais ce qui m'a marqué, c'est aussi la réaction de Ji-hoon, plaqué au sol par un soldat rose avec le même cri de haine devant la mort d'un ami, Sae-byuk dans la saison 1, trahi par celui qu'il pensait être un allié depuis le début, Sang-woo dans la saison 1, juste avant l'affrontement final. Dans la saison 1, c'était le dernier jeu, le Squid Game, mais là, on a encore peut-être plusieurs jeux qui nous attendent vu le nombre de joueurs restants. Ou ils gagneront à plusieurs en votant la majorité. Non, j'y crois pas, parce que ceux qui voulaient partir ont tenté la rébellion, et maintenant, ceux qui restent sont là pour le jeu, et l'argent. Ils ont officiellement plus rien à perdre. Pour moi, on avance vraiment vers un Ji-hoon qui sera le futur organisateur. Même s'il a encore pas mal de développement à avoir avant que ce soit envisageable. Pour l'instant, ça serait pas logique. Mais on a commencé à trouver des points communs entre 001 et Ji-hoon dans cette saison 2. Mais il y a encore la scène mid-crédit, qui nous fait saliver pour cette saison 3. Et j'ai essayé de théoriser le plus possible. Pour moi, en toute logique, ce sera une variante d'1, 2, 3 soleils, mais il faut se rappeler des formes au mur. Le bon vieux Ji-hoon n'a même pas partagé l'info à ses amis, alors qu'on avait tous vu ça au premier jeu. Ils sont moins explicites, c'est sûr. On a une sorte de damier en italique, avec des croix tombales sur les cases noires, avec comme un effet de miroir au-dessus, et un autre dessin où on comprend que c'est un jeu suspendu dans les airs. Pour moi,
les images qu'on voit, ce sera le damier, parce qu'on voit le plafond sur les images et il n'y a rien pour se suspendre. D'autant qu'on nous fait comprendre qu'il y a tout un thème autour des voies ferrées avec les lumières. Ce sera un jeu d'opposition, j'imagine. La poupée fille dans un décor de nuit, face à une poupée de garçon dans un décor du matin, avec en leur centre le crépuscule et l'aube. Peut-être les ronds contre les croix, du coup les gagnants remporteront la cagnotte et rentreront chez eux. Tout le monde sera content. Comme je vous disais, ça pourrait être un 1, 2, 3 soleil revisité. Divisé en 2 équipes, les ronds contre les croix, chaque équipe a une poupée attitrée, et ils avancent chacun vers un côté opposé, et quand c'est au tour d'une équipe de ne plus bouger, c'est à l'autre d'avancer, et donc il peut déstabiliser leurs adversaires ou un truc du genre. Mais j'ai une autre théorie que j'aime beaucoup, c'est le Yutnori. C'est un jeu populaire d'origine coréenne qui pourrait faire référence au damier. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à notre jeu des petits chevaux d'ailleurs. Ça ferait saliver plus d'un VIP dans Squid Game de faire jouer ses chevaux au jeu des petits chevaux. Pour la faire courte, il y a 2 équipes. Et ça se joue par lancer de bâton, comme un dé mais avec 2 côtés. Pile ou face, qui permettent d'avancer plus ou moins vite sur le plateau. Vous faites ainsi avancer vos pions, qui seraient donc les joueurs, et en fait il y a une règle qui autorise être plusieurs pions de la même équipe sur une même case, mais pas plusieurs pions de différentes équipes. Si c'est le cas, le pion de l'autre équipe qui arrive mange le ou les pions adverses. Donc dans Squid Game, ce serait synonyme de mort. Le but du jeu étant de faire le tour du plateau sans se faire manger. Il y aurait tout un enjeu et des disputes sur qui faire avancer, au risque de perdre telle ou telle personne, qui protéger, qui faire avancer, ce serait pas mal. Maintenant, je suis toujours perdu sur l'utilité des poupées, quoique Red Light pourrait faire office de pile et Green Light de face. Et cette opposition serait expliquée avec le dessin en effet miroir au mur. Les dessins sont plus aussi simples que dans la saison 1. J'ai besoin de votre aide en commentaire. C'est quoi vos théories à vous ? Vous savez tout ce qui est passé par ma tête en regardant et re-regardant cette superbe saison 2. J'ai adoré. J'avais peur d'être déçu sur les nouveaux personnages, mais j'ai été agréablement surpris. Je les trouve tout aussi intéressants que dans la saison 1, bien que pas aussi touchants pour l'instant. Après, faites gaffe, on n'est pas à l'abri d'un remake de l'épisode 6 de la saison 1. Avec le fils et sa mère là, il y a un truc à faire. Je pense vraiment qu'on nous amène petit à petit à nous faire comprendre le point de vue de l'organisateur. Là où dans la saison 1, on était plus ou moins tous d'accord pour dire que les jeux mortels étaient immoraux et devaient être arrêtés. La saison 3 sortira courant 2025, c'est sûr, mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous refaire une vidéo d'ici là. Pensez à vous abonner pour pas rater ça, et moi je vous dis à tout de suite dans l'espace commentaire.